propose peut-être de démarrer, donc il est 13h05. Voilà, donc Pascal Mévart, je suis coordinateur du groupe de travail santé environnementale en inter-URPS, médecins libéraux, et donc en collaboration avec la CNURPS, donc la Conférence nationale des URPS, des unions régionales de médecins libéraux. Je suis médecin généraliste, donc installé dans le Bas-Rhin, près de Strasbourg. Et donc, on a décidé de vous faire cette présentation de la problématique liée au cadmium, donc avec la santé, donc qui vous sera présentée tout à l'heure par Dr Pierre Sauvé. Je vais le laisser se présenter lui-même. L'objectif, c'est d'abord de sensibiliser donc les médecins à tout ce qui est en lien au niveau sanitaire avec le cadmium, et dans un second temps, donc, de faire une action médiatique d'ici quelques semaines, au début du mois de juin, où on partira donc de la problématique cadmium pour interpeller nos confrères, nos concitoyens et les pouvoirs publics aussi, et essayer de les sensibiliser davantage et les mener vers l'action dans la santé environnementale. Sinon, donc, pour information, le webinaire est en cours d'enregistrement. Il sera disponible donc d'ici quelques jours sur la chaîne YouTube de la CNURPS. Bon, vous en serez informés. Et comme de coutume, voilà, je n'ai pas de lien d'intérêt particulier à déclarer aujourd'hui. Je laisse la parole à Pierre. Merci Pierre. Merci Pascal, moi c'est Pierre Sauvé, je suis cardiologue, je n'ai pas de lien d'intérêt non plus et je préside l'association Santé Environnement en France qui n'est composée que de professionnels de santé sur tous les sujets santé-environnement et donc du coup qui m'a permis de lire beaucoup d'articles et rien que pour le cadmium, sachez que sur PubMed vous avez plus de 16 000 articles sur cadmium et santé et évidemment aujourd'hui je n'ai pas pu vous résumer l'ensemble de ces 16 000 articles sur le cadmium. Tu veux que je continue? Alors, je veux peut-être juste préciser encore une chose, c'est que donc on vous laissera intervenir dans le chat. Je vais essayer de suivre le chat pour poser des questions après la présentation donc de Pierre, qui doit prendre, je ne sais plus, une vingtaine de minutes, hein, je crois, quelque chose comme ça, un peu plus. Un poil plus. Un poil plus, d'accord. Et donc, on essaiera de se garder 15-20 minutes pour répondre aux questions. Et s'il y a plus de questions que le temps, puisqu'on va terminer à 14 heures, que le temps qui nous est imparti, donc on se fera le devoir de vous répondre d'une manière ou d'une autre après ce webinaire. Voilà, merci à vous et je laisse la parole à Pierre. Bonjour à tous. Donc, 16 000 articles sur le cadmium. C'est un métal lourd. Métal lourd, vous savez, les deux plus connus, c'est le mercure, le plomb et le cadmium. Mais bon, l'arsenic est classé métal lourd. Il est cancérigène certain, notamment pour les poumons, par le Centre international de recherche sur le cancer depuis presque 20 ans. Et des liens ont été découverts sur les cancers donc, du sein de l'endomètre, du prostate, du rein et du pancréas. Juste pour vous dire que pancréas, nous sommes la troisième incidence au monde de cancer du pancréas. Devant nous, il y a l'Uruguay et la Hongrie, donc des petits pays. L'augmentation chez la femme est de plus 3,6% par an de l'incidence et chez l'homme de plus 2,8%. Ce sera une des premières causes de mortalité par cancer dans les années 2030-2040. Le cancer du rein, Santé publique France vient de faire une étude sur les moins de 40 ans, dans les quelques départements, une quinzaine où il y a des registres cancer, l'incidence du cancer du rein chez les moins de 40 ans augmente de plus 4,5% par an. Et la France est la 8e au monde en termes d'incidence du cancer du rein, comme elle est la première au monde pour l'incidence du cancer du sein. Mais vous voyez que rein et pancréas ne sont pas des cancers du dépistage, donc on ne pourra pas mettre ça sur l'effet du dépistage. Il est aussi classé donc groupe 2 du classement européen, CLP, c'est Labeling Packaging, susceptible de nuire à la fertilité, susceptible de nuire au fœtus. Donc on le trouve dans la croûte terrestre, et donc il va être émis soit par volatilisation, soit par lessivage des sols, et bien sûr des activités industrielles, hein, les fameuses batteries nickel, nickel-cadmium, le raffinage des métaux et
ce qui va nous intéresser, l'application d'engrais phosphatés qui va faire que le cadmium va se retrouver dans notre alimentation. Le tabac contient du cadmium parce que, évidemment, la plante peut aspirer, entre guillemets, récolter le cadmium qu'il y a dans le sol, surtout s'il y a eu des engrais riches en cadmium, si le sol est riche en cadmium. Et donc, évidemment, le tabac est un facteur de risque de la surimprégnation, la surcontamination au cadmium. La contamination se fait donc par l'air, où l'absorption par voie aérienne est de 50%. Donc, par exemple, chez moi, il y a le golfe de Fos où il y a des usines qui ont largué plus d'1 tonne par an de cadmium. Donc, ils sont explosés à la fois par voie aérienne et par voie alimentaire, comme l'ensemble des Français. La voie intestinale varie. Les chiffres, c'est environ 5%, un peu plus chez les femmes. Mais vous verrez que dans le cas de carence en fer, cette absorption peut être multipliée par 4, peut atteindre 20%. Et donc, la carence en fer est un facteur qui va largement aggraver la pénétration du cadmium par voie digestive. La contamination cutanée, c'est 100%, mais évidemment, c'est peu fréquent. La maladie classique la plus connue, c'est la maladie Itai. On disait ai en japonais. Ça te donnait des fractures osseuses, donc les gens étaient très douloureux, se plaignaient, c'est pour ça que ça s'appelle ai. Mais en fait, c'était des champs de riz, des rizières avec l'eau qui était contaminée par des déchets industriels au cadmium. Et comme les gens qui travaillaient étaient pieds nus dans l'eau, ben, l'absorption s'était faite par voie cutanée et aussi en mangeant évidemment le riz. La suivante. C'est un métal qui persiste dans l'organisme. Sa demi-vie estimée dans les reins est de 6 à 38 ans, donc il y a d'autres chiffres, mais ça tourne entre 20 et 30 ans, et dans le foie de 4 à 19 ans. Il y a deux façons de le mesurer. La mesure urinaire qui se fait en 2 unités, microgrammes par litre, et surtout microgrammes par gramme de créatinine, ce qui permet d'éviter les effets de dilution. Donc c'est microgrammes par gramme de créatinine, la valeur de référence, l'unité de référence. C'est pas remboursé par la Sécu, ça coûte à peu près 40 €. C'est la cadmiurie en microgrammes par gramme de créatinine. Et ça reflète donc l'exposition à long terme, entre 20 et 30 ans, du cadmium, puisque une fois que le cadmium est rentré dans l'organisme, il va dans le foie, et après, une fois qu'il est dégradé, il va se réfugier dans le rein, qui est son deuxième organe de stockage. Vous pouvez faire des prises de sang sur le cadmium, mais ça ne reflètera, puisque sa demi-vie dans le sang n'est que de 3 à 4 mois, que les expositions récentes. Donc là, ça va plutôt être le cas de gens exposés à des sites pollués, par exemple, pour savoir si, très récemment, ils ont été pollués. Et c'est surtout les urines qui vont refléter l'exposition à long terme. Quels aliments contiennent le plus du cadmium? Donc, d'abord, les crustacés et les mollusques, c'est connu, ils filtrent beaucoup d'eau. Il y a dans l'eau du mercure, du cadmium, et donc, non seulement ils filtrent beaucoup d'eau, donc ils stockent beaucoup de métaux, pas seulement le cadmium. Les abats, évidemment, vous avez vu, stockage dans le rein et dans le foie. Les biscuits, les barres de céréales, le chocolat, c'est le même problème. Il y a du cadmium dans le sol et la fève a une affinité particulière et ça peut s'accumuler dans le chocolat et les algues, puisqu'on mange la même. Mais vous voyez, biscuits sucrés, biscuits salés, barres de céréales. Ça, c'est ceux qui ont le plus de teneur élevée en cadmium, mais vous ne mangez pas des algues tous les jours. Donc, quels sont les aliments les plus contributeurs? Évidemment, ça varie suivant les quantités. Le pain, les légumes, essentiellement les épinards, on verra après, peu les autres, donc attention aux épinards, les pommes de terre et les produits qui en contiennent. Mais en fait, quand vous regardez bien les trucs, c'est les pains et les produits de panification, et pommes de terre et dérivés, donc des aliments de la consommation courante. Voilà pourquoi on retrouve du cadmium dans l'alimentation. L'agriculture conventionnelle, pas la bio, utilise 3 types d'engrais, les nitrates, les phosphates et le potassium. Et les engrais phosphatés, il y a des gisements dans le monde qui sont plus ou moins riches naturellement en cadmium. Vous voyez en bas en vert la Floride, où il y a 10 à 20 mg par kilo d'engrais de phosphate, donc 10 à 20 mg de cadmium par kilo de phosphate. La Russie, 2 à 10, l'Afrique du Sud, la Chine, où il y a peu de cadmium. Nous achetons dans les oranges, ici, au Maroc. 90% de la production est vendue en France. La France achète 90% de ses engrais au Maroc parce qu'il y a des droits de douane plus faibles. Et, vous voyez, teneur élevée en cadmium, de 20 à 100, on est entre 38 et 100 mg par kilo. Puis il y a des pays où c'est bien pire, où bien sûr, c'est hors de question d'acheter là-bas. Mais du coup, on achète beaucoup d'engrais
au Maroc, qui est un partenaire privilégié, ce que, évidemment, on peut apprécier à sa juste valeur. Les normes françaises admissibles par kilo d'engrais sont à 90 mg de cadmium par kilo, alors que la norme européenne, depuis plusieurs années, est à 60. La France autorise toujours les deux valeurs. Pourquoi? Pour ces raisons géopolitiques, bien sûr. A fortiori, on ne va pas les acheter en Russie, mais on pourrait acheter en Arabie Saoudite, en Afrique du Sud, là où les valeurs sont naturelles dans les gisements de phosphate sont plus faibles. Il y a certains pays qui sont déjà passés à 20 mg. Donc, vous voyez, la France n'est pas passée de 90 à 60 sur la norme européenne. Mais certains pays, comme la Hongrie, la Slovaquie, la Finlande, sont déjà passés à 20 mg kg, notamment en Hongrie, car quand les sols sont acides, c'est le cas en Hongrie, ça augmente la biodisponibilité du cadmium qui va remonter dans la plante. Ce cadmium est mis dans le sol, reste dans le sol, va être un peu lessivé par les pluies, mais ne pourra en sortir que par la plante et va s'accumuler. Et donc, voilà, il ne sort que par la plante. Donc, chaque année, vous remettez des engrais, et chaque année, vous remettez obligatoirement du cadmium dans la plante. Et l'agence sanitaire, l'ANSES, a fait un rapport pour dire comment arrêter la surcontamination des Français, que vous allez voir après. Il faut passer à 20 mg kilo, qui correspond à 2 grammes à l'hectare, je passe. Donc, vraiment aller beaucoup plus loin que la norme européenne, faire comme certains pays. Et là, pour l'instant, les arbitrages, parce que le ministère de la Santé l'a soutenu, les arbitrages par le ministère de l'Agriculture, qui craint évidemment que si on achète ailleurs ou si on décontamine le cadmium à la sortie des engrais, parce que à la sortie du minerai, c'est possible, mais ça fera augmenter les prix de 6 à 13% suivant les études. Il y a des process pour décontaminer le minerai, ou si on achète ailleurs, augmentation des prix. Donc pour ces raisons à la fois géopolitiques, de ne pas être sous la dépendance d'engrais chinois ou d'engrais russes, et à la fois financière, augmentation des prix potentiels, le ministère de l'Agriculture, le ministère des Affaires étrangères ne bouge pas. Première étude en 2006, National Nutrition Santé. On prend 1900 adultes, donc de plus de 18 ans en métropole. Et voilà le résultat. Exposition alimentaire au cadmium, donc on trouve les légumes, essentiellement les épinards, et déjà les pommes de terre. Bon. Ensuite, un petit peu pendant et après, c'est EAT, étude d'alimentation totale, la deuxième, entre 2006 et 2010. Qu'est-ce qu'on retrouve? Ben là aussi, crustacés, mollusques, abats, biscuits, je vous l'ai dit, et chez les adultes comme chez les enfants. Le pain, les produits de panification, vous voyez, 22% plus 13%, ça fait 35%. Pommes de terre et pommes de terre apparentées, on arrive à 26%. Puis, l'étude d'alimentation totale s'intéresse aux enfants, EATI 2016, où là, évidemment, les enfants vont manger moins de pain, par exemple. Et donc, on retrouve chez les petits, surtout les pommes de terre, un peu les légumes et les pâtes. Mais quand même, vous voyez, pommes de terre 24%, pâtes 10%. Et cette étude nous dit le risque sanitaire lié au cadmium ne peut être écarté chez les enfants de moins de 3 ans. Et donc, en bas, je vous ai mis les légumes, puisqu'ils sont cités. Essentiellement, c'est les épinards, ça peut être jusqu'à 20% chez l'adulte. Donc, évidemment, les gros mangeurs d'épinards sont plus exposés. Sauf si, vous verrez, l'épinard en contient moins grâce à une culture différente. Les autres pays, qu'est-ce qu'il y avait à cette époque-là, 2006? Eh bien, les niveaux donc, étaient à peu près à 0,3 microgrammes par gramme de créatinine. Il y avait plusieurs études en France. Ça correspondait à ce qu'il y avait à peu près aux États-Unis, au Canada, en Tchéquie. En Allemagne, il y en avait une fois et demie moins. Il n'y a que quelques pays où il y en avait plus. Le Japon, parce qu'ils mangent beaucoup de produits de la mer. Il y avait donc des zones où le riz était contaminé, un peu la Chine, pour les mêmes raisons. Donc, on était en Europe et par rapport aux autres pays similaires, à peu près à la même valeur. Et regardez donc les valeurs que nous avions à l'époque. Donc, la flèche rouge à gauche, MG, c'est moyenne générale. Vous voyez, 0,29 en moyenne générale. Les femmes étaient un peu plus contaminées. Vous voyez, 0,33 contre 0,25. Les femmes sont déjà à cette époque plus contaminées que les hommes. Le statut tabagique, la pastille verte, on voit que les non-fumeurs sont moins exposés, 0,27 par rapport aux fumeurs et ex-fumeurs à 0,31. Donc là, on voit donc que les femmes sont plus exposées que les hommes. Et à droite, dans le 95e percentile, ceux qui ont le plus, on retrouve donc chez les non-fumeurs 0,79 dans les 5% les plus élevés et 1 pour les fumeurs. Donc tabac, femmes, c'est plus exposé.
Et nous dit le NNS, Nutrition Santé, nous dit, ça dépend l'absorption alimentaire donc dans votre tube digestif, de l'état nutritionnel de la personne, notamment sa charge en fer, en calcium et en protéines. Vous verrez qu'après, calcium et protéines, c'est moins certain, mais surtout le fer. Et que les régimes carencés, donc en protéines, en calcium, je vous dis, c'est moins certain, mais surtout en fer, en cuivre ou en zinc, facilitent l'absorption digestive du cadmium. Le régime riche en fibres la diminue parce que alors, par contre, si c'est un produit complet, comme il y a l'ensemble de l'épi de blé, si vous voulez, à la limite, il peut y avoir plus de cadmium, mais son absorption n'est pas forcément plus grande quand le régime est riche en fibres. Et la carence martiale, donc ENNS insiste sur la carence martiale et sur les déficits en autres métaux, cuivre, zinc et calcium. Et à l'époque, donc, elle nous dit, voilà ce qu'on mangeait. Eh bien, on mangeait chez les 11-74 ans, quand même, 150 grammes de pommes de terre, c'est beaucoup, de pain, pardon, pommes de terre, 850 grammes. Ça fait une pomme de terre, c'est 60, une petite. Hein. Du pain, 50 grammes. Donc, on mangeait pas mal de pain et de pommes de terre, c'est à noter. Ce qui est, chez les jeunes, quand même des aliments de base. Hein. Moins de poissons, évidemment, les coquillages encore moins, et les abats, c'est beaucoup plus rare. Ensuite vient, 10 ans après, Esteban. C'est Santé publique France qui fait ça, sur cette fois des adultes et des enfants, entre 6 et 74 ans. Les 0,6 ans ne sont pas faits. Esteban mesure les pesticides et l'ensemble des métaux qui contaminent la population française. Voyez les résultats chez l'enfant. À gauche, je vous ai mis des barres jaunes. Les 6-10 ans, donc les enfants de 6 à 17 ans, ont 0,27 en moyenne. Vous avez vu que les adultes 10 ans avant de ENNS, la moyenne des adultes français était à 0,29. Donc déjà, la moyenne des moins de 18 ans, 10 ans après, est quasiment égale à la moyenne des adultes de 2006 de ENNS. Et là, incroyable, les 6-10 ans à gauche, vous voyez, moyenne générale des 6-10 ans, 0,31. Moyenne générale des 11-14 ans, 0,26. Moyenne générale des 15-17 ans, 0,21. Ce qui veut dire qu'entre 0 et 10 ans, ces enfants-là ont plus que les adultes 10 ans avant. Donc, il y a eu une explosion. Et les 11-14 ans, les 15-17 ans ont moins que les 6-10 ans. Donc là, il y a eu vraiment comme s'il y avait un apport de cadmium massif chez les tout-petits. Chez les garçons et les filles, par contre, vous voyez dessous, il n'y a pas de différence. Et tout à l'heure, je vous ai montré le 95e percentile du fumeur qui était à 1. Eh bien, le 95e percentile des enfants, il est à 1. Sur ces enfants dont la moyenne est à 0,27 avec des tout petits particulièrement touchés, on note 18% des enfants qui dépassent 0,50 microgrammes. Donc là, c'est par litre. Je vous expliquerai pourquoi ce 0,50 a fait la une depuis longtemps. Et Esteban, Santé publique France, nous dit la consommation des céréales du petit déjeuner a un impact important. Un exemple, les enfants qui consommaient 20 grammes par jour de céréales ont une imprégnation de plus 8% par rapport à ceux qui en consomment très peu, c'est-à-dire 4 grammes. Donc, Esteban nous dit, les enfants, fait l'alerte, hein, ils sont allés au ministère de la Santé pour dire il y a un problème. Et donc, met le focus sur les céréales du petit déjeuner. Mais bien sûr, les patates ne sont pas exclues. À l'étranger, par rapport à Esteban, chez les moins de 18 ans, les Allemands, jeunes Allemands, 4 fois moins, les États-Unis, plus de 4 fois et demi moins, Mexique, 2 fois moins, le Canada, c'est même pas la dose, la low observable dose. La Belgique, c'était à peu près pareil que nous sur les 13-17 ans, et avec la Corée qui avait plus que nous. Mais vous voyez, par rapport aux pays similaires, 3-4 fois moins ailleurs. Chez les adultes, donc vous avez vu les enfants, une explosion chez les 6-10 ans qui commence évidemment pas à 6 ans, mais après le sevrage. Moyenne des adultes. En haut, à gauche, le rond orange. Vous vous rappelez, ENNS était 0,29. On est passé à 0,57 en moyenne. OK? Et on voit une augmentation. Les 18-19 ans, vous voyez, une augmentation régulière au fil de l'âge, hein, ce qui est logique puisque ce produit s'accumule à une demi-vie de 20 à 30 ans. Et donc, plus vous vieillissez, plus vous l'accumulez. Dessous, entre parenthèses, grosse différence entre les hommes et les femmes. 0,47 pour les hommes, 0,68 pour les femmes. Et là, c'est là qu'on va parler des déficits en fer. Chez les fumeurs, bien sûr, plus, hein, c'est confirmé, vous voyez, chez un fumeur, 0,65 en moyenne, par rapport à un non-fumeur homme à 0,47. Donc, vous fumez, bien sûr, vous rajoutez une couche.
Et si on regarde donc les 95e percentiles, vous avez vu, on était à 1 à 1 NS. En moyenne, ici, on est à 2,15 en haut à droite. Donc, les Français ont doublé, adultes ont doublé de contamination au cadmium. Esteban, Santé publique France, nous dit 47% de la population dépasse 0,50, dont 18% des enfants, vous avez vu. Voilà, chez les adultes allemands, on a vu chez les enfants 3 à 4 fois plus. Chez les adultes allemands, nous, c'est 0,57 en moyenne, les Allemands, c'est 0,18, les Américains, 0,19, les Italiens, 0,26. On est plus contaminés que les autres pays. Et Santé publique France nous dit le cadmium reste un problème de santé publique en France. Quel est l'enfant qui était la jeune qui était la plus contaminée de l'étude Esteban? Il y avait 5 microgrammes par litre. Hein. Ce n'est pas par gramme de créatinine, mais la créatinine est à peu près entre 7 et 13. Bon, ça, on aura à peu près les mêmes valeurs. C'est-à-dire, vous avez vu la dose moyenne des enfants, c'était 0,27. Hein. Donc 20 fois plus. Elle mangeait 38 grammes de pain et produits de panification, pas mal de gâteaux, 60 grammes. 60 grammes de céréales au petit déjeuner. Vous avez vu qu'à 20 grammes déjà, on avait plus 8% par rapport à ceux qui mangeaient 4 grammes. D'ailleurs, la moyenne, le 75e percentile, c'était 20 grammes à peu près de céréales. Donc, elle mangeait beaucoup de céréales au petit déj. Pommes de terre, quasiment plus d'une pomme de terre par jour, plus que la moyenne nationale. Le riz, pâtes, semoule, bon, 100 grammes, c'était à peu près la moyenne. Pour les légumes, pareil. Donc, beaucoup de céréales au petit déjeuner. C'est pour ça qu'Esteban a ciblé dessus. Beaucoup de pommes de terre, beaucoup de gâteaux. Et chez les adultes, eh bien, le plus contaminé, c'était un fumeur qui lui aussi mangeait jusqu'à 100 grammes de pain, produits de panification par jour, des riz, des pâtes et de la semoule de blé. Et évidemment, des produits de la mer, fumeurs et produits de la mer étant quand même 2 éléments contaminants. Mais chez cet enfant, on va me dire, ah, ben, il y a un peu trop de féculents, il faut qu'elle mange plus de légumes, etc. Eh ben, c'est la plus contaminée des 1000 et quelques enfants. Et son père fumait pas, sa mère fumait pas, elle fumait pas, et elle mangeait pas des coquillages. Bien sûr, cela a été vérifié. Et donc, je vous résume. Nutrition sanitaire 2006, moyenne des adultes 0,29, puisqu'il n'y avait pas les enfants. Esteban 2014-2016, les enfants sont quasiment au niveau des adultes. Chez les adultes, 0,57, ça a doublé, beaucoup plus les femmes que les hommes. Chez le non-fumeur, 0,27 dans un NS, ça a doublé dans Esteban. Pareil chez le fumeur et le 95e percentile qui a explosé. Ça n'est pas une fatalité de voir le cadmium augmenter. Ça, c'est 2 études aux États-Unis entre 1999 et 2016 en fonction du sexe et du tabac. On va en prendre le tabac. On me dit, aux États-Unis, on fume moins. C'est vrai. Donc, le niveau a baissé. Mais regardez, ici, en haut à gauche, ligne bleue, ce sont les tabagiques en 1999. Ils sont à 0,6 microgrammes par gramme de créatinine à peu près. Ils baissent en 2016 à quasiment 0,4. En bas, en vert, ceux qui n'ont jamais fumé, vous voyez, ils sont à 0,25 à peu près. Vous avez vu, la moyenne des Français, 0,57. Ils tombent à moins de 0,2. Pourquoi? Parce qu'ils épandaient des bouts d'épuration dans les sols agricoles qui pouvaient être contaminés au cadmium. Ils ont fait très, très attention, et ils ont beaucoup réduit. Donc, nous dire que l'augmentation de la contamination au cadmium est irréversible et impossible de réduire, c'est faux. Cette étude américaine basée sur la grande cohorte américaine, le montre. À gauche, le sexe. En bleu, les femmes. En rouge, les hommes. Vous voyez que là aussi, ça a baissé globalement à des valeurs à 0,4, 0,3. Hein, c'est rien à voir avec nos valeurs à nous. Et donc, les femmes sont plus contaminées que les hommes. Et ça, c'est les gens qui ont des pathologies. Par exemple, à gauche, pathologie cardiovasculaire en bleu, et ceux qui n'en ont pas, eh bien, les gens qui avaient des pathologies cardiovasculaires, vous voyez, pourtant avec des valeurs pareilles, pas très élevées, hein, 0,45, hein, avec le temps, ça baisse, hein, entre 1999 ici et 2016 là, eh bien, chez ceux qui n'en avaient pas de maladies cardiovasculaires, ils sont moins imprégnés au cadmium. Pareil pour à droite, en haut à droite, les maladies rénales, moins imprégnées. En bas, pour les cancers, vous voyez, si on prend 99, la différence entre cancers, entre ceux qui sont en bleu cancer et ceux qui n'en ont pas. Il n'y a que pour l'hypertension artérielle en bas à gauche où il n'y a pas de différence. Donc, les gens qui ont pathologie rénale, cardiovasculaire, cancer, sont plus contaminés au cadmium que ceux qui n'en ont pas. En 2019, l'ANSES nous dit qu'il ne faut pas dépasser dans le sang, dans les urines, pardon, microgrammes par gramme de créatinine, 0,50.
Vous avez vu les Américains, nous sommes déjà 0,57 en moyenne, 47% de la population dépasse 0,50, dont 18% des enfants. Il ne faut pas dépasser 0,5 à 60 ans, en supposant que l'ingestion soit la seule source. Si vous êtes en zone polluée, évidemment, ce n'est pas pris en compte parce que ça peut être beaucoup plus. Valeur limite professionnelle, d'ailleurs, ce n'est pas 0,5, c'est 2 microgrammes par gramme de créatinine, ce qui est assez considérable et qui mérite en effet qu'elle se soit rectifiée. Sur quoi s'est basée l'ANSES? Elle s'est basée sur une grande étude en 2011 sur le risque d'ostéoporose. Parce que le cadmium va augmenter la résorption osseuse, va altérer la différenciation des cellules souches en ostéoclastes, et donc va sortir en fait le calcium de la cellule, favoriser la déminéralisation osseuse, les fractures. C'est ce qui s'est passé dans la maladie Itai au Japon. Et là, regardez ce qu'on voit. On prend une base de référence à moins de 0,5, donc en haut à gauche, moins de 0,5 microgrammes par gramme de créatinine, c'est la référence. Et entre 0,5 et 0,75, on voit que le surrisque d'ostéoporose, de fracture, est multiplié par 2 chez la femme, fumeuse ou pas, et par 2 chez la non-fumeuse. Au-dessus de 0,75, par 2,5, par 3,5 chez la non-fumeuse. Pareil, c'est pour le col du fémur et pour le rachis lombaire, c'est un peu moins, mais une augmentation nette des risques d'ostéoporose. Pour rappel, il y a 460 000 fractures par ostéoporose en France tous les ans, dont 150 000 hospitalisations, donc c'est un enjeu sanitaire. Mais l'ANSES, au vu des études, nous dit que c'est la première dose à partir duquel il y a des effets sanitaires. Et donc, nous dit quand même, donc elle nous dit qu'il ne faut pas dépasser tant de microgrammes par jour par kilo, de 45 microgrammes de cadmium par kilo de poids par semaine, mais nous dit, donc c'est la NOAL, ils ont dit que la no observable dose, c'était en dessous de 0,5 au vu de cette étude sur les os, nous dit le niveau de confiance moyen dans le choix de l'effet critique, c'est-à-dire le choix osseux, et le mode d'action, ainsi que le niveau de confiance dans le choix, pardon, hop, j'ai fait une bêtise. Voilà, dans le choix de l'effet critique et de la dose critique, donc le choix de l'effet critique osseux et de la dose critique 0,5, le niveau de confiance est moyen. Donc quand même, l'ANSES nous dit, on ne sait pas tout. Et donc, pour rappel, 47% des pages déjà, 18% des enfants. L'ANSES nous dit aussi, en 2021, si on passe à 20 mg kilo de cadmium dans les engrais, la contamination va se stabiliser, mais pas baisser, parce que ce cadmium qui est dans le sol, il mettra du temps à en sortir. Et nous dit, au bout de 99 ans, une réduction significative de la surimprégnation apparaître. Donc, il faut absolument passer à 20 mg pour arrêter que ça explose, mais il faut qu'on prenne des mesures médicales pour protéger les gens. Chez les enfants, je passe. On a dit ben, c'est l'exposition vie entière, c'est basé sur les effets rénals à long terme, même si des travaux menés sur le développement staturopondéral, je ne m'y étendrai pas, ont alerté sur des dangers de l'exposition au cadmium, en effet, sur le développement cérébral, c'est aussi agressif sur le cerveau. Mais je vous ai mis quelques diapos bonus à la fin dont je ne parlerai pas pour que vous puissiez regarder. L'ANSES, toujours, cette fois en 2023, vous avez vu 2019, 2021, 2023, s'y intéresse, nous dit jusqu'à 36% des enfants de moins de 3 ans sont surexposés, avec une VTR qui est à 0,50, qui est avec un niveau de confiance moyen et seulement basé sur des signes osseux. C'est pour vous dire. Et les 3 à 17 ans aussi. Et donc, quelles pathologies sont liées? Alors voilà un résumé des pathologies liées de l'effet biologique du cadmium. Un gros stress oxydatif au début et une réduction en haut à droite, weakening des enzymes et des défenses antioxydantes, superoxydismutase, catalase, glutathion, vitamine C, vitamine E. Donc ça inhibe vos défenses antioxydantes et ça provoque un gros stress oxydatif qui va lui aussi, de son côté, altérer les lipides, qui va les oxyder, produire des produits de dégradation potentiellement toxiques, altérer l'ADN, altérer les protéines. Pas seulement altérer l'ADN, on le revoit à gauche ici, mais altérer la réparation de l'ADN, favoriser la prolifération cellulaire, favoriser la carcinogénèse, avec des phénomènes épigénétiques aussi
modifier la méthylation, ce qui peut, là aussi, suivant la méthylation, inhiber un gène oncosuppresseur, par exemple, et la respiration cellulaire, les mitochondries, l'ATP, tout ça est altéré. Donc, je l'ai mis en bas, résumé, stress oxydatif, espèce réactive à l'oxygène, l'apoptose est perturbée, ce qui est embêtant si la cellule ne se détruit pas et se transforme en cellule maligne, dommage à l'ADN, à la réparation de l'ADN, altère l'expression des gènes, la prolifération cellulaire et donc les effets épigénétiques de la méthylation. Donc, des effets extrêmement agressifs. Et voilà un résumé global de tout ce que ça peut donner. Les os maladies, donc on en a parlé, la toxicité rénale, je vais vous en parler. Les poumons aussi, cardiovasculaire, c'est tout à fait méconnu, vous allez voir. Le foie, bien évidemment, inflammation du foie puisqu'il se stocke dans le foie. Pancréatoxicité, pas seulement en altérant l'insuline. Là, je vous dis, il y a un phénomène oxydatif qui peut entraîner une insulinorésistance. Il y a moins d'éléments très clairs sur le diabète de type 2. Mais là aussi, je crois que je vous ai mis une diapo à la fin, après, pour vérifier. Mais bon, beaucoup en parlent. Est-ce que ça a un lien clair avec le diabète de type 2? En tout cas, ça semble favoriser l'insulinorésistance. Cancérogénicité, je vous l'ai dit, poumon, prostate, rein, pancréas et probablement vessie, même thyroïde. Il parle même de thyroïde dans cette méta-analyse d'une italienne. Altération de l'immunologie et altération du système reproductif. Là aussi, c'est très peu mentionné. Alors, sur le système cardiovasculaire. Donc, vous avez vu, on vous dit à 0,50, c'est la dose qu'il ne faut pas dépasser à 60 ans. Eh bien, voilà une méta-analyse de tout ce qui est sorti en 2024 sur le risque cardiovasculaire. En haut à droite, cardiovasculaire disease risk. Et vous voyez en bas la courbe, on part de 0 microgrammes par gramme de créatinine, personne n'est à 0, hein, sauf un peu les enfants américains où on est en dessous des doses détectables. Et regardez à 0,5 ici, la barre jaune, à 0,5, le surrisque cardiovasculaire global, il augmente dès 0. Et à 0,5, la dose qu'on nous dit rassurante, eh bien, le surrisque cardiovasculaire global est à 2,79. 279, ça correspond à un surrisque pour une coronaropathie chez un fumeur. Et après, ça se tasse, comme si tout était oxydé et que finalement, ça ne change plus grand-chose après. La mortalité est elle aussi augmentée. Alors là, attention, ce n'est pas des microgrammes, ce n'est pas des 0,1, c'est du 0 à 1. Donc j'ai mis la flèche à 0,5 à peu près. Et donc vous voyez que là, la mortalité est augmentée à peu près de 40%, la mortalité cardiovasculaire. Donc il n'y a pas de dose en dessous duquel il n'y a pas d'effet sanitaire. Sur à gauche, coronaropathie heart disease, eh bien là aussi à 0,5, on arrive à plus 50% de risque à peu près. Et en haut à droite, sur les accidents vasculaires cérébraux, là aussi, on arrive à peu près à 40% de plus de risque, à 0,50, hein, que 47% de la population française et 18% des enfants atteignent. Et dessous, les mortalités qui sont également un peu augmentées. Sur heart failure, insuffisance cardiaque, et bien là aussi, je vous ai mis la barre à 0,5. On est à peu près à 2 fois plus, de surrisque d'insuffisance cardiaque. Mais retenez, à 0,50, et ça commence dès 0, on a 279% de plus de risque de faire une pathologie cardiovasculaire. Un élément rapide sur l'effet positif du zinc. Pourquoi le zinc? Ben, je vous l'expliquerai après, mais s'il y a beaucoup de zinc, le cadmium, ça fabrique ce qu'on appelle les métallothionéines. Ça, je passerai un peu plus vite. Et ces métallothionéines sont capables de prendre le cadmium et inhiber sa toxicité. Mais pour fabriquer des métallothionéines, il faut du zinc. Et donc là, il y a une étude parue dans Neurologie, alors que la concentration réelle de cadmium était faible, hein, 0,42, beaucoup moins que la moyenne des Français, eh bien le surrisque d'AVC, parce que ce n'est pas à 0, donc il y a un surrisque d'AVC, il est de 1,50 chez les gens qui avaient un bon taux de zinc, alors qu'il était de 1,82, 30% plus fort, chez les gens qui avaient un faible taux de zinc. Donc là, c'est une des premières études cliniques qui montre que le zinc a un effet protecteur en termes de risque de pathologie. Rapidement, maintenant, sur le cancer du pancréas, qui est quand même un sujet majeur en France, avec 3 études rapides, vous la lirez tranquille. On a fait des prélèvements chez des gens qui ont été opérés d'un cancer du pancréas et on a trouvé qu'il y avait beaucoup de cadmium dans ces tissus cancéreux par rapport au tissu sain. Ensuite, on a pris des rats
qu'on a nourri avec du cadmium, et là aussi, on a vu que le cadmium allait se déposer aussi dans le tissu pancréatique, il n'y a pas que dans le foie, il n'y a pas que après dans les reins, et in vitro, sur des cellules pancréatiques, toujours, le cadmium entraînait un gros stress oxydatif, une perturbation de l'activité apoptotique, pardon, et donc ces trois éléments étaient la voie vers le développement d'un cancer du pancréas. Deux études cliniques aux États-Unis. D'abord, sur 4 cohortes, sur quand même 112 000 participants, entre des gens envoyés tertile 1, 0,15, vous avez vu, je vous ai parlé de 0,50, donc avec des valeurs américaines très faibles. Eh bien, ceux qui étaient dans le tertile le plus élevé par rapport à ceux qui étaient dans le moins élevé, qui avaient des taux tout à fait corrects, avaient un risque de cancer du pancréas multiplié par 2, qu'on ne retrouvait pas chez la femme, qui était assez surprenant, mais les taux étaient faibles par rapport aux taux français, mais déjà 2 fois plus de risque de cancer du pancréas. Puis après, ils ont fait une étude en Louisiane, parce qu'ils ont trouvé qu'en Louisiane, il y avait trop de cancer du pancréas, c'était 15 pour 10 000, alors que nous, on est à 25 maintenant, à peu près. Et cette fois, ils n'ont pas pris à partir de 0, ils ont parti en dessous de 0,5, entre 0,5 et 1, entre 1 et 1,5. Et là, ben, entre 0,5 et 1, eh ben, le risque de cancer du pancréas est multiplié par 3,3. Entre 1 et 1,5 par 5, et au-dessus de 1,5 microgrammes par gramme de créatinine par 7. Évidemment, les gens exposés au boulot et fumeurs étaient exposés, mais aussi, vous voyez, une consommation élevée de céréales se sont révélées être associées à une augmentation du cadmium urinaire, lui-même associé à un surrisque de cancer du pancréas assez considérable. On passe au rein, puisque c'est 8e incidence au monde, puisque, et je vous ai remis les chiffres de Santé publique France, plus de 4,5 chez les moins de 40 ans, surrisque de cancer du rein de 1,47 par rapport à ceux qui avaient le plus élevé, par rapport au moins élevé. Je n'ai pas les valeurs, mais évidemment, c'était des valeurs plus basses que les valeurs françaises. C'est assez logique, puisque c'est son endroit refuge. Et donc, les cancers où c'est clair, poumon, évidemment, c'était déjà validé par le CIRC, rein, pancréas, et puis donc les éléments que je n'ai pas développés parce qu'il y en a trop sur sein, prostate, endomètre, vessie. Les effets rénaux, parce que ce n'est pas que le risque de cancer du rein, c'est aussi l'effet tubulaire et glomérulaire, voire favoriser l'insuffisance rénale. Et donc, on lit ici dans cette étude en Suède sur un pool suédois que les altérations tubulaires apparaissent dès 0,67 microgrammes par gramme de créatinine. Vous avez vu, une grande partie de la population française est dans ces eaux-là, et glomérulaire à 0,8, et donc en dessous de 1 microgramme apparaissent des lésions. Et d'ailleurs, le fait qu'il y ait du cadmium dans vos urines est le reflet des lésions tubulaires qui existent déjà. Ce n'est pas le reflet des lésions tubulaires qui vont apparaître après, c'est déjà le reflet des lésions tubulaires. Ensuite, il est sorti en 2023 une étude aux États-Unis sur la cohorte NANESS, toujours la même, sur les gens exposés à 38 perturbateurs endocriniens, donc des biphénols, des phtalates, des pesticides, qui sont aussi souvent perturbateurs endocriniens, des métaux comme le mercure, le cadmium. Et conclusion de cette étude, la mortalité toute cause était positivement associée. Le plus fort, c'était le cadmium. Après, il y avait l'antimoine, le cobalt, un phtalate. Et donc, 44% de plus de surrisque moyen sur un suivi donc, de à peu près 8 ans sur 47 000 personnes. Puis après, ils ont détaillé. Et vous voyez les valeurs qu'avaient ces gens-là aux États-Unis. La moyenne était à 0,37. La moyenne française, 0,57. Avec donc 3 percentiles. Donc, vous voyez, une moyenne plus faible que les Français. Et puis, ils ont comparé donc, la mortalité et regardez, donc j'ai mis la grosse flèche rouge, le surrisque de mortalité, le HR, est de 1 par cancer, pardon. Alors, donc, je me reprends, c'est les gens qui avaient un cancer. Et on regardait la mortalité à 2 ans, à droite, 2 year data en haut, et la mortalité complète à presque 8 ans. À presque 8 ans, le surrisque de mortalité était de plus 82%. C'était le pire de tous. Regardez par exemple l'arsenic, on n'est même pas en surmortalité, le mercure, c'est pareil. Et chez les plus imprégnés, la upper confidence interval, ici, 225, décidément, 225% multiplié par 2,25. Plus 82% en moyenne, plus du double pour les plus imprégnés par rapport aux moins imprégnés, qui ont aussi une surmortalité, vous voyez ici, 1,47. Entre les deux
flèche rouge, donc il n'y a pas de dose en dessous duquel. Au bout de 2 ans, à droite, la flèche jaune, on est déjà à plus 64% en moyenne. Et vous voyez le petit p à droite, ici 0,001, c'est significatif, alors que les autres le sont moins. Sur la mortalité toute cause, eh bien, on retrouve un peu ce qu'on a trouvé pour le cœur, à plus 44% en moyenne. Là aussi, avec un petit p tout à fait valable, et à 2 ans, c'est plus 37% en moyenne, et un petit p qui est aussi significatif. Donc, c'est le pire des 30 et quelques perturbateurs endocriniens métaux lourds qui a été évalué par cette étude, en termes de mortalité toute cause et en termes de mortalité quand vous avez un cancer. Ça, c'est rapide, c'est pour vous dire que ça perturbe, que ça a un effet perturbateur œstrogénique, que ça active le récepteur alpha aux œstrogènes qui favorise la prolifération cellulaire, que ça induit aussi le récepteur aux androgènes qui aurait un rôle aussi dans la prolifération des cellules cancéreuses, pour vous dire que l'histoire du cancer du sein, ce n'est pas seulement l'aspect oxydatif, qui a aussi des effets perturbateurs endocriniens œstrogéniques et une action sur les androgènes. Vous la regarderez tranquillement. Sur l'infertilité, je vous rappelle que donc, ça flambe, on est à moins de 2% de spermatozoïdes tous les ans et en plus ils sont vilains, il n'y en a qu'un tiers qui bouge bien. Le cadmium entraîne une altération de la morphologie des spermatozoïdes, de leur mobilité, de leur densité. Sur les hormones femelles, ça ne bouge pas, la LH, la FSH. Sur les paramètres, la concentration de spermatozoïdes aussi, et sur la testostérone aussi, ça baisse. Ça a un effet sur la fertilité. Et voilà d'ailleurs quelques éléments d'une autre grande étude en 2022. Ça altère les cellules de Sertoli, les tubules séminifères, ça altère la barrière testiculaire sanguine, donc le système vasculaire des testicules est perturbé, ça altère les cellules de Leydig, ça favorise les tumeurs à cellules de Leydig. Il y a plus de 1,5% de cancer du testicule tous les ans, hein, d'ailleurs. Et c'est oxydatif, toujours pareil. L'apoptose est perturbée, l'autophagie, c'est-à-dire la dégradation, le recyclage, est perturbé. Et même, j'avais noté l'acrosine activité. L'acrosine, c'est quoi? C'est l'enzyme qui permet au spermatozoïde de pénétrer dans l'ovule. Et même lui, il est altéré. C'est pour eux. Et donc, c'est tout à fait négligé. Mais quand vous faites des bilans d'infertilité, le cadmium doit être dosé et c'est prévu. Mais le médecin de famille le sait peu. Ça altère aussi les ovaires, ce n'est pas que les spermatozoïdes, un stress oxydatif, une atrésie des follicules, une altération des ovocytes et de leur croissance. Et donc, je passe, mais il n'y a pas que l'homme qui est touché, la femme aussi. Et donc, qu'est-ce qu'on fait pour ne pas se contaminer? On ne fume pas, on est d'accord, on arrête de bouffer des huîtres tous les jours, c'est évident, mais on réoriente l'alimentation. Vous avez vu l'enfant à 5 microgrammes par litre qui mangeait beaucoup de céréales, beaucoup de patates, beaucoup de produits de panification. Et j'ai repris ce que je vous ai dit au début, pain, produits de panification, 35% au total, pommes de terre à planter, 26%. On va mettre produits de panification sèche, on va mettre les céréales dedans. Pour les enfants, mais là, pareil, c'est moins de pain, évidemment, pour les tout petits, hein, mais c'est les pommes de terre et des pâtes. Donc, il faut diminuer les apports alimentaires de ces produits. Donc, quand je vois la cantine qui a la purée tous les jours, la purée de patates bien française, parce que, évidemment, les patates cultivées en Allemagne où il n'y a pas d'engrais riches en cadmium, elles sont moins contaminées, tout simplement. Et bien donc, il faut absolument dire aux gens, savoir ce qu'ils mangent, est-ce qu'ils se chargent en pommes de terre apparentées, produits de panification apparentés et céréales, et voir les légumes si ce n'est pas que des épinards, évidemment, pour les réorienter. Deuxièmement, dans le bio, il n'y a pas d'engrais phosphatés. Mais il peut y avoir du cadmium dans le sol avant qu'il soit passé en bio. Et ce cadmium, petit à petit, va sortir de toute façon par la plante. Mais globalement, dans cette étude sur 343 articles, il y a en moyenne 48% de moins de cadmium dans les produits bio. Et donc, c'est quand même une sécurité, même si ça n'est pas zéro, on est bien d'accord. Et d'ailleurs, c'est une recommandation officielle de l'État qui dit privilégier le bio. C'est la stratégie nationale de l'alimentation due à la suite des études BioNutrinet Santé qui ont été conduites en France. Donc, outre le fait qu'il y a plus de polyphénol oméga 3, il y a 4 fois moins de résidus de pesticides en moyenne. Évidemment, c'est toxique aussi, 48% de cadmium en moins.
Et regardez quelques chiffres. Les risques de développer un cancer sont diminués de 25%, après prise en compte les facteurs, je fais du sport, je fume, etc. Moins 35% de diabète. Pour rappel, l'Institut national du cancer nous dit qu'en 2023, il y a eu 433 000 nouveaux cas de cancer par an. L'OMS, avec un modèle de modélisation, puisque hélas, nous n'avons pas de registre cancer en France sur l'ensemble du territoire et territorialisé, l'OMS nous dit 483 000 nouveaux cas de cancer. 433 000 pour l'INCa, 483 000 pour l'OMS, avec, vous avez vu, pancréas, reins, sein, qui sont un énorme problème. Eh bien, le risque de développer un cancer quand vous mangez bio, c'est-à-dire 50% bio, pas plus, par rapport à zéro, ceux qui mangent 50% par rapport à zéro, vous avez moins 25% de risque d'avoir un cancer. Encore plus pour le cancer du sein après la ménopause, c'est 36% de moins. Et pour le lymphome, c'est 75%, c'est un peu un marqueur. J'ai interrogé les auteurs de cette étude et j'ai dit, vous avez pris en compte le cadmium, puisque le fait de manger bio, ça diminue les pesticides, mais aussi le cadmium. Eh bien non, eh bien non, puisqu'ils n'étaient pas assez alertés quand les études ont commencé en 2013, mais ça paraît évident que ça peut jouer un rôle. Donc, vous avez moins mangé de céréales, de patates, etc., ou vous les avez mangées bio, ce qui est déjà très important, et vous allez essayer de diminuer l'absorption intestinale. Il y a un transporteur du fer, le DMTE, qui transporte les métaux, notamment le fer. Si vous avez une carence martiale, eh bien, le cadmium prend sa place et rentre grâce à la carence martiale. Il peut y avoir jusqu'à, et d'ailleurs dans Nutrition Santé, jusqu'à 25% de femmes qui ont une carence martiale. Je ne parle pas de la sévère. La sévère, c'est 10% à moins de 15, mais moins de 30. Moi, je trouve que 30, ce n'est pas beaucoup. Hein. C'est 30 à 50 chez la femme. Ce n'est pas beaucoup. Pareil, si vous avez une carence en cuivre, en calcium, c'est moins clair, mais en cuivre aussi, vous allez, le cadmium va prendre la place et va pénétrer beaucoup. Donc, il faut absolument avoir un bon statut des aliments qui sont riches en cuivre. Il ne faut pas trop dépasser, évidemment. Et pareil dans l'organisme. Donc, faites les statuts en fer, en cuivre et en zinc, parce qu'il y a le zinc aussi là, qui sont extrêmement importants. Les valeurs actuelles, je vous dis 30 à 50 chez la femme, un peu plus chez l'homme, de ferritine. Moi, je préfère 100, quoi, hein. Voilà. Voilà, c'est pas trop, hein, évidemment, trop, c'est pas bon, on est bien d'accord, mais je pense qu'il faut viser quand même plus que la limite de la carence légère à 30, bien évidemment. Et donc, on revient toujours à ça, il faut un équilibre dans les métaux fiers, essentiellement fer, cuivre et zinc. Et les régimes en fibres diminuent, même si je vous ai dit qu'il peut y avoir plus de cadmium dans les aliments riches en fibres, parce que on a gardé toute l'enveloppe, par exemple, de la céréale, puisque c'est les céréales qui nous posent problème. C'est réduire sa toxicité, je vous l'ai dit, les métallothionéines sont dans le foie, s'il y a du zinc, elles se fabriquent, et quand il y a du cadmium, eh bien, le cadmium rentre dans la métallothionéine, et la métallothionéine inhibe la toxicité du cadmium. Le zinc, quand il crée sa métallothionéine, quand elle se dégrade, elle finit par se dégrader, ben, le zinc qui est sorti de la métallothionéine, il va refabriquer des métallothionéines. Et donc, quand elles sont là, donc il faut un bon statut en zinc, là aussi, même si vous dépassez un peu le tertile supérieur, ce n'est pas très grave, ce n'est pas un gros problème, eh bien, le cadmium va rentrer dans ces métallothionéines. Une fois qu'elle va être dégradée, ben, lui, il va aller dans le rein après. Il va dans le foie, dans ses métallothionéines, et puis après, il va se réfugier dans le rein et provoquer les lésions tissulaires rénales. Donc, il faut, dans le sang, avoir un très bon statut en zinc. Cette métallothionéine, donc, ben, je vous l'ai résumé, il piège la radicaux libre. Écoutez bien cet élément. Il est une activité antioxydante 50 fois plus élevée que contre les dommages de l'ADN, et 10 fois plus élevée contre la peroxydation lipidique que le glutathion, qui est quand même le symbole de l'antioxydant. Donc, cette métallothionéine est extrêmement importante. Elle est nourrie avec un bon statut en zinc, un bon statut en cuivre. Attention aux excès de cuivre, évidemment. Et donc, voilà, elle réduit le stress oxydatif, etc. Je passe et elle détoxifie. Une étude a montré que la carence en vitamine B6 pouvait affecter les métallothionéines à base de zinc. Vérifiez aussi la B6. Bon, la B9 aussi pour les systèmes cardiovasculaires, mais attention à la B6. Donc, zinc, cuivre, fer, B6, ferritine B6. Et voilà, j'ai tout dit, ou presque. Il y a 16 000 études. Après, vous aurez quelques études sur la neurotoxicité
et sur l'insuline de résistance que vous regarderez tranquillement à la maison. Voilà, c'est un Mais combat, c'est un combat. merci beaucoup, Pierre. Donc, je t'ai laissé dépasser le temps qui était prévu au départ parce qu'il n'y avait pas beaucoup d'interventions pour l'instant sur le chat. Je vais peut-être voilà, les reprendre rapidement. La dernière qui est intervenue, c'était donc pourquoi ne pas exiger une réglementation plus protectrice plutôt que de mettre la responsabilité de réduire l'exposition sur le dos des consommateurs. Ben, ça, on va s'y atteler. Hein. C'est vraiment. Alors, c'est bien quand même qu'on apporte des conseils. Hein, pour le consommateur, je pense que c'est essentiel, pour le professionnel de santé aussi. Ensuite, notre rôle aussi au niveau de la CNURPS et des URPS, c'est bah, d'interpeller les pouvoirs publics, comme je le disais à l'ouverture, et donc d'espérer des actions plus efficaces dans l'avenir au niveau donc, de nos gouvernants. Je ne sais pas si tu as quelque chose à rajouter là-dessus, Pierre. Ben, je suis tout à fait d'accord. Moi, à part association, mais vous, vous avez quand même, vous êtes tous les médecins libéraux, et donc c'est quand même un poids. Et il ne faut pas qu'on attende la rectification donc, des valeurs dans les engrais, parce qu'il faudra des dizaines d'années pour stabiliser, voire diminuer. Par contre, il faut qu'on protège les gens. Moi, c'est pas normal. Je me suis fait doser la camélurie. J'ai moins, 2 fois moins qu'un enfant de 6 que la moyenne des enfants de 6 10 ans. Sur ce produit, vous avez vu, avec une toxicité ahurissante. Donc, c'est quand même pas normal. Donc, il faut que les pédiatres, que les médecins généralistes leur disent, bon, attention, vous mangez ça, bon, c'est du bio, etc. On se heurtera après au problème social du prix, éventuellement, qui va, une fois de plus, défavoriser. Je vous rappelle qu'il y a 13 ans d'espérance de vie en moins entre les 5% les plus riches et les 5% les plus pauvres. Enfin, à l'inverse. Mhm. Autre question. À quoi correspondent les pourcentages dans l'alimentation? Donc, ça faisait référence à une slide précise, plutôt dans le début de la présentation. Il est demandé donc à des pourcentages de prélèvements contaminés ou à des pourcentages en masse. Je ne sais pas si tu vois de quoi. Sur ce qu'on mangeait, c'est ça? Oui, Sur la pour quantité l'alimentation. d'aliments, c'était le pourcentage donc sur le pain, etc., on arrivait à 35 pour la panification, un peu plus de 20% pour patates et dérivés. C'était comme c'est des aliments particulièrement riches, c'était la part de la contamination. Puis après, il y avait, donc c'était la contamination majoritaire. Il faut retenir ça, pain, produits panification, patates et dérivés, céréales. C'est vraiment sur ça qu'il faut agir. Puisque bon, l'huître c'est rare, hein, chez l'enfant surtout. Ouais. Question suivante. Pourquoi le pourcentage augmente chez les adultes avec l'âge alors qu'il diminue chez les enfants entre 10 et 18 ans? Parce qu'il y a eu une explosion en fait de la contamination ces dernières années. Et donc, on va retrouver dans cette étude-là les enfants de 10-14 ans et les enfants de 15-19 à des taux beaucoup plus élevés. Ça veut dire que ces 10 dernières années, les petits s'en sont pris plein la figure. C'est ça que ça veut dire. Le lien entre cancer de la vessie et cadmium, donc point Oui, d'interrogation. ouais, il y a beaucoup moins d'études, mais là aussi, c'est le stress oxydatif qui semble être en première ligne. Ensuite, pourra-t-on avoir un résumé en PDF? On pourra avoir la présentation elle-même. Et donc, comme je disais au début, il y aura aussi le webinaire qui sera disponible sur la chaîne YouTube de la CNURPS. Donc, l'intégralité sera disponible pour tous. Je redescends, il y a voilà, des choses qui arrivent. Alors, je vois, y a-t-il des régions plus impactées? Ben oui, c'est Oui. les régions. Le problème, c'est que la patate qui est faite dans le nord, dans l'agriculture intensive, tu la retrouves à Marseille, hein, au magasin. Et donc, même s'il y a des régions plus impactées, et comme il y a une diffusion nationale National, des produits, tout le monde est impacté. tout à fait. Sur les céréales, on m'a posé la question, l'avoine, tout ça. Ben, l'avoine, c'est pareil, hein. Donc, il faut en manger peu et manger bio, puisqu'il y en a quand même 2 fois moins dedans, en moyenne, hein. Ça peut être de moins 20% à 3 fois moins, hein. C'est une moyenne, 48%. Donc, ouais. Cadmiuri sur 24 heures au échantillon. Non, c'est un échantillon, c'est extrêmement simple, c'est quelques millilitres. Votre labo l'envoie en général en Belgique, parce qu'en France, c'est pas. Il faudra discuter avec les URPS biologiques pour justement qu'ils favorisent
le fait que ce soit fait en France et pas forcément en Belgique où il y a quelques laboratoires spécialisés. Donc, pourrait-on imaginer donner du zinc aux jeunes? Eh ben, en tout cas, il faut avoir un bon statut en zinc, il faut doser le zinc chez tout le monde. Et Oui, vas-y. oui, je vois les pâtes en Italie. Ben, si les pâtes sont moins Mm. contaminées, vous avez vu les Italiens adultes, ils ont 0,26 en moyenne, les Français 0,57. Je vais dire acheter des pâtes italiennes. C'est triste à dire. Ce que j'ai dit au ministère de l'Agriculture, tous nos produits, quand on va voir qui à l'export, qui sont hyper contaminés, ça va mettre un coup. Mais non, pour l'instant, c'est la tête sous le tapis et ça bouge pas. Petite question sur les produits transformés, ultra transformés. Faut-il différencier les céréales pour enfants, donc produits ultra transformés, des céréales brutes, donc le blé et le riz, en termes de contamination? Euh, écoute, répète-moi la question là, parce que j'ai pas, j'ai eu, je lisais le truc et j'ai pas suivi là. Oui, donc faut-il différencier les céréales pour enfants, donc qui sont des produits ultra transformés, des céréales brutes, donc le blé, le Ah riz? ben, Santé publique France a vraiment ciblé les céréales de l'enfant, c'est rare. Euh, Comment te dire, il faut limiter les deux, mais c'est vrai que vous avez vu la petite qui a 60 et quelques grammes de céréales par jour contre ceux qui en mangent peu 10 grammes. Il faut leur demander, vous avez des enfants, combien votre bol de céréales, il est quoi? C'est du bio, c'est du pas bio? Un. Deux, combien elle en met? Alors 60 grammes, c'est un bol entier plein sans le lait, hein. Euh, Mais il faut leur poser la question, parce que personne ne le sait ça. Et après, les pâtes, c'est pareil, pas des pâtes tous les jours et encore moins des patates. Alors, en pratique, comment cibler les ciblages biologiques? Comment gérer l'angoisse générée si le cadmium est partout? Et puis des effets cocktails, donc, comme Eh tu ben, disais tout à l'heure. exactement, il y a les pesticides. Moi, on m'a dit à quoi ça, je dis à mes collègues médecins, à quoi ça sert que je le fasse? J'y peux rien. Oui, tu n'y peux rien, mais si tu as beaucoup, tu vas te dépister. Un mec qui fume, tu le dépistes pour le cœur, pour les poumons, etc. Ben, un mec qui a beaucoup de cadmium parce que tu l'as ciblé, vous fumez, bien entendu, vous mangez beaucoup de coquillages, vous mangez beaucoup de pommes de terre, vous mangez beaucoup de céréales, de pâtes, si tu as un taux élevé, ben, tu vas le surveiller. Si tu fais pas tu ne trouves pas ton cancer du pancréas à temps, tu es mort dans l'année, si tu arrives à l'enlever parce que tu l'as dépisté. Donc on passe dans une logique de dépistage. Mais vous le repérez sur un interrogatoire alimentaire un peu plus poussé. Je pourrais vous fournir l'interrogatoire alimentaire d'Esteban, qui est très long, de l'étude de Santé publique France, mais qui te donne des éléments les plus importants sur quoi demander. L'explosion de l'exposition est-elle liée aux engrais uniquement? Ben, oui, on n'a rien trouvé puisque le tabagisme se réduit un petit peu. Et donc, en effet, oui, ça vient de l'alimentation. Et donc, les agriculteurs en conventionnel sont-ils plus touchés? Ben, eux, personnellement, ne sont pas touchés, plus que C'est nous. les produits. Et en termes de volatilité du cadmium de l'engrais, comme c'est des billes de phosphate, en fait, ils n'en respirent pas plus. Ils n'en respirent pas. Et on va s'arrêter là, je pense, ensuite, puisque j'ai une dernière question. Y a-t-il des pays qui imposent, pardon, des dosages de cadmium dans les produits manufacturés et où ce serait affiché sur les emballages? Alors, ce n'est pas affiché, mais en effet, il y a des pays qui contrôlent. Là, par exemple, aux États-Unis, il y a une étude sur le chocolat, parce qu'il peut y en avoir beaucoup dans le chocolat, où ils se sont aperçus que ben, ça dépassait les valeurs recommandées dans le chocolat. Donc voilà, j'ai oublié de vous le dire, mais là c'est pareil, ça dépend comment le sol est cultivé avant que le cadmium remonte ou pas dans la fève du cacao. Très bien. Ben, en tout cas, merci beaucoup pour cet exposé qui était complet et très intéressant. Je pense que tout le monde sera d'accord avec ça. Donc, comme je l'ai répété encore tout à l'heure, l'ensemble du webinaire sera disponible donc sur la chaîne YouTube de la CNU RPS. Donc, on vous tient au courant, vous aurez l'information dès que ce sera disponible. Et donc, voilà, on va essayer d'être actif auprès donc des pouvoirs publics, des décideurs, et de faire avancer les choses pour que tout ce qui concerne le cadmium soit pris en compte et qu'il y ait davantage de prévention, hein. Je pense que le principal message, c'est ça, c'est qu'il faut d'abord faire de la prévention. Donc, on va s'y atteler et ça sera vraiment notre priorité là, dans les prochaines semaines. Merci à tous ceux qui ont participé, qui ont assisté à ce webinaire.
Et puis, merci encore une fois à Pierre pour son intervention et aussi aux moyens techniques qui ont été mis en place par Marjorie Thomas et la sienne URPS. Merci beaucoup et à très bientôt. Au revoir.